Le plan séquence dont on va parler aujourd'hui est tout sauf joyeux. Et je dois vous prévenir qu'on va parler de violence conjugale notamment aujourd'hui. Donc si vous souhaitez arrêter cette vidéo là, maintenant, tout de suite, je le comprendrai tout à fait. Pour ceux qui restent, je ne crois pas que le cinéma doit être le véhicule de la glorification d'une violence quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, par souci éthique et moral, je mettrai dans la description de cette vidéo quelques liens utiles, informations utiles sur des associations qui luttent contre ce genre de problème en France. Maintenant, cela étant dit, c'est un plan intéressant et on va en parler parce que le cinéma est fait pour ça, pour montrer une certaine réalité. Et ça me semblait important dans la série des plans séquences dont je parle depuis le début de ce mois, de vous montrer celui-ci. Donc, voilà, je vais vous souhaiter malgré tout la bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial du Bon Plan, où on va prendre le temps de parler d'un tout petit bout de cinéma. From outer space are the first people who saw the thing. Nous allons parler de 71 fragments d'une chronologie du hasard. Je ne vais même pas essayer de prononcer le titre dans sa langue originale qui ce film est sorti en 1994 et a été réalisé par le double Palme d'Or, l'Autrichien Michael Haneke. Bon, c'est clairement pas le film le plus joyeux du monde. Ça part d'un fait divers qui est expliqué au tout début du film, qu'un jeune homme est rentré dans une banque et a tiré sur des gens au hasard. Et ensuite, il est rentré dans sa voiture en face de la banque et s'est suicidé. Tout ça la veille de Noël. Et j'ai prévenu, c'est vraiment pas le film le plus joyeux du monde. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est pas l'histoire, c'est la façon dont elle est racontée. Et Haneke se pose la question de savoir pourquoi c'est possible. Comment une telle chose a pu se passer? Quelles sont les raisons derrière cet acte? Parce qu'il n'a pas volé d'argent, c'est juste de la violence comme ça qui a explosé pendant 10 minutes. Et au lieu d'essayer d'y répondre, il fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Il va essayer de faire en sorte que le spectateur ou la spectatrice qui regarde le film se pose exactement la même question et soit confronté à une certaine réalité. Et cette réalité, elle est au cœur du concept du film. Les 71 fragments du titre vont en fait être 71 séquences qui reviennent sur, je crois, les 3 mois avant l'événement. Donc on vous dit au tout début du film qu'il y a eu ce drame. Ensuite, on voit des parcours de vie de gens qui vont tous se retrouver à la fin dans cette banque. On ne sait pas si on voit le meurtrier, on ne sait pas si on voit des victimes, on ne sait pas si on voit des employés de la banque ou des policiers. On sait juste qu'on est en train de voir une chronologie du hasard. Le titre est extrêmement bien choisi. Et ces 71 séquences sont pour la plupart des plans séquences, donc vous voyez pourquoi c'est intéressant, surtout sur notre sujet. Mais ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que vers la fin du film, quand le drame commence à se jouer, il y a des coupes à l'intérieur, comme si la violence de la coupe venait refléter la violence de l'acte que l'on va voir. Et c'est là où l'utilisation du plan séquence est primordiale, puisqu'il témoigne d'une réalité. Rappelez-vous, la temporalité d'un plan séquence, c'est la même que la vôtre. Et donc du coup, ça vous plonge réellement dans ce que vous êtes en train de regarder, comme si vous étiez des spectateurs impuissants. C'est comme si vous étiez à une fenêtre, en train de regarder un drame se passer. C'est exactement le sentiment que donne ce film. Un côté un peu inéluctable. Alors je parlais la dernière fois des films comme 1917 ou La Corde de Hitchcock qui reposent entièrement sur un plan séquence étiré sur 1h30. Là c'est pas le cas. Entre chaque plan séquence vous allez avoir un écran noir et puis vous repassez un autre plan séquence, etc. etc. Ça va se continuer comme ça. En fait, l'intelligence de ce procédé, c'est que vous ne savez jamais quelle va être la durée de la séquence que vous allez voir. Ça crée une tension, ça crée une angoisse, ça crée énormément d'émotions parce que on n'est plus du tout en capacité de contrôler ce qui va se passer. On ne peut pas anticiper, on ne sait pas quelle va être la prochaine image et en nous perdant comme ça nous permet aussi de nous plonger bien plus dans la réalité de ce film. C'est toute la force de réussir à faire du cinéma un art vivant. C'est pas du théâtre, mais on y est presque. D'ailleurs, Bergman, très grand réalisateur,
qui adorait le théâtre, l'a très bien compris, puisque dans Persona, il a utilisé le plan séquence un peu de cette façon-là, où effectivement, il y a un peu de flottement, il y a un peu de malaise. Et d'ailleurs, moi c'est mon opinion personnelle, mais je suis persuadé que le cinéma n'est pas que là pour divertir. Il est aussi là pour déranger, pour vous toucher, créer des émotions, mais aussi perturber. Et ce plan-là le fait très très bien. Donc, on va prendre un réalisateur autrichien qui a un rapport un petit peu particulier avec la violence, on va dire, Michael Haneke. Non, parce que ce qu'il faut comprendre avec Haneke, c'est qu'il a réussi à réaliser 2 fois le même film, où une famille se fait exploser par des jeunes sans aucune raison, c'est que de la violence gratuite, c'est Funny Games et Funny Games US, puisqu'il a fait la version pour les États-Unis, et il réussira quand même à gagner 2 palmes d'or, notamment pour un film qui s'appelle Amour, cherchez l'erreur. Le décor est très très simple, c'est une toute petite cuisine avec une table, 2 assiettes, un petit repas et un bol de salade qui est quand même assez important. Il vous faudra 2 acteurs pour jouer le couple, un homme et une femme. Alors, comme dans ce film, c'est extrêmement dur de savoir qui joue qui, j'ai fait un espèce de travail de détective pour essayer de savoir en regardant les photos, parce que les gens ne sont même pas sur IMDb, donc c'était un petit peu difficile à savoir. Mais je pense que les 2 acteurs qui nous intéressent aujourd'hui sont Branko Samarovski et Claudia Martini. Mais en vrai, vous prenez n'importe quels acteurs pour jouer un couple hétérosexuel, ça devrait passer. Pas que les hétéros ou un monopole sur la violence conjugale, mais un petit peu quand même. Alors il vous faudra un chef opérateur habitué à travailler avec Haneke. Ce sera ici Christian Berger ou Berger. Il travaillera notamment sur La pianiste et Le ruban blanc qui est la première palme d'or d'Haneke. Comme d'habitude, on tourne en 35 mm. Il vous faudra très exactement 70 mètres de pellicule pour réaliser cette séquence. Pour ce qui est des caméras, je n'ai pas réussi à trouver les modèles qui ont été utilisés sur ce film. Néanmoins, c'est quasiment certain qu'ils ont utilisé un objectif 50 mm pour tourner cette séquence. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une distance focale qu'on dit normale. C'est-à-dire qu'elle va reproduire très exactement la perspective de l'œil humain. Quand vous voyez des images tournées au 50 mm sur une pellicule 35 mm, eh bien, ça ressemble à ce que vous voyez avec votre œil. Pour vous donner une comparaison, si jamais on veut déformer les distances, eh bien on partira plus sur des grands angles qui sont des distances focales plus petites. Donc on va partir par exemple sur du 20 mm et là soudain tout va paraître déformé. We are giants, with fists the size of pumpkins, and heads so big they blot out the sun. Perfect. And we've come to the right place, because we love a good war, don't we, fellas? Hush! Titan, Colossus, pull him out! Oh, this is great. Thank you so much. Hi, Gallivant. I'm so sorry. Aren't you supposed to be taller? I mean, not to be rude, but you did say that your heads blocked out the sun. Yes, they do block out the sun. You've got to catch it at the right angle. Sorry, can I just... Here? There. Complete darkness. Yes! J'ai réussi à caser Galavent. Bon, je suis désolé, maintenant on passe aux choses beaucoup moins joyeuses. Donc, ce plan. On est dans la cuisine, le couple est attablé, mange en silence. Rien de plus compliqué. Et soudain, l'homme va dire à sa femme « Je t'aime ». Je pense que dire, c'est un bien grand mot. Il va plus le marmonner dans sa barbe, sans même la regarder. Elle ne comprend pas. Lui dit mais d'où ça sort? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me dis je t'aime comme ça? Et lui, sa réaction est de la gifler. Déjà, c'est une première violence. Et en fait, moi, c'est pas celle qui m'a vraiment pris à la gorge. C'est que il y a un moment où le temps s'arrête complètement et elle recommence à manger. Et lui recommence à manger. Et en fait, dans cette espèce de répétition, on arrive à ce qui pour moi est la véritable violence de ce plan. C'est qu'en fait, on banalise, on accepte.
En fait, cette gifle ne fait plus partie de l'exceptionnel, puisqu'elle a été acceptée, puisqu'elle a été digérée. Et du coup, on rentre dans un espèce de spirale qui est très réelle, très dure, et qui vaut toutes les effusions de sang qu'on pourrait trouver dans un Tarantino ou je ne sais quoi. On est devant une... je suis pas bien rien que d'y repenser à ce plan, je suis vraiment désolé. Mais on est face à une réalité crue. Et encore une fois, il n'y a que le plan séquence qui peut permettre ce genre de choses. Et puis on touche à quelque chose, moi, que je trouve fascinant au cinéma. On l'a vu déjà au tout premier épisode, qui est le changement de perception avec les mêmes éléments et en un seul plan. Donc souvenez-vous, le tout premier plan dont j'ai parlé de Koyaanisqatsi, on part sur le symbole de l'armée américaine et on arrive à un homme fragile, faillible, puisqu'il n'y a plus que son visage sur fond noir. Bien là, il n'y a même pas de mouvement, il n'y a même pas à changer la caméra. Les éléments sont pourtant exactement les mêmes au début et à la fin de ce plan. On a bien toujours deux personnes qui mangent la même chose, avec les mêmes mouvements. Je parlais du bol de salade, l'homme refait exactement le même mouvement à chaque fois pour récupérer sa feuille de salade. Donc, si on venait à couper la gifle au centre, en fait, le début et la fin du plan sont identiques. Et pourtant, toute la perception que l'on a de la situation et de ces personnages a changé. L'émotion est complètement différente. On commence en découvrant cette scène, peut-être qu'il y a un peu d'ennui, on ne sait pas trop où ça va, et à la fin, on est horrifié. Pour moi, c'est sans doute l'une des scènes les plus violentes que j'ai jamais vues dans un film. Pourtant, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang, on n'est pas chez Tarantino. Mais justement, je trouve qu'il y a quelque chose de très cruel parce que c'est réel. Et pourtant, vraiment, Haneke a le mérite de ne pas romantiser cette scène, de ne pas en faire une espèce d'apogée de la violence. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de le montrer au cinéma. Voilà. C'est dur, c'est difficile, mais le cinéma est aussi là pour ça, pour pas détourner le regard sur ce genre de choses. Et un tout autre réalisateur en aurait fait quelque chose de beau, et ça aurait été une véritable erreur. Là, c'est cru. Et c'est une façon de faire du cinéma qui se rapproche énormément du néo-réalisme italien, c'est-à-dire une façon de faire des films très réels, et pourtant pas documentaires. Parce que dans le documentaire, il y a une espèce de distance entre la personne qui regarde et ce qu'on nous montre, puisque c'est un réel. Donc on sait que c'est extrêmement spécifique et qu'on parle de quelque chose qui n'est pas nous. Mais là, comme c'est de la fiction, on peut se projeter dans ces personnages qui, en général, n'ont pas de nom. Un des très très bons exemples de ça, c'est Elephant de Gus Van Sant, qui lui aussi a énormément de plans séquences qui sont très remarquables. D'ailleurs, j'ai vraiment hésité pour cet épisode entre un plan de Elephant et un plan de 71 fragments d'une chronologie du hasard. Boomer! Oh, crap! Hey, what are you guys doing? Just get the fuck out of here and don't come back. Some heavy shit's going on. What are you doing? Mais 71 fragments d'une chronologie du hasard est malheureusement un film trop méconnu, et je me suis dit que c'était important d'en parler sur cette chaîne. Et puis surtout, le plan exact dont on va parler a une violence ordinaire qui pour moi a un choc beaucoup plus important que quand on voit des armes à feu. Peut-être parce que dans notre culture, il y a beaucoup moins d'armes à feu, et du coup ce n'est pas encore devenu ordinaire. Je pense qu'à l'inverse, aux États-Unis, Elephant est peut-être plus choquant, je ne sais pas. Bon, je vous promets, le plan dont on parlera la semaine prochaine sera beaucoup plus joyeux, même drôle. Mais en attendant, comme une image vaut 1000 mots, je vais vous proposer l'équivalent de 3 762 000 mots, puisque le plan fait exactement 2 minutes et 33 secondes. En attendant, vous pouvez aussi laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous aurez pensé de ce plan, qui me semblait vraiment important à vous montrer, même s'il n'est pas facile à regarder. Et quoi qu'il en soit, je vais quand même vous souhaiter un très bon plan.
Was ist los? Bist du betrunken oder was? Ja, warum? Nicht sehr. Ich meine, was bezweckst du damit? Man sagt doch nicht aus heiterem Himmel, ich liebe dich. Überhaupt du nicht. Also was willst? Ich hab mir gedacht, das bringt was. Was? Mais quel plan! Écoutez, moi ce que je vous propose c'est d'en regarder d'autres, du coup ça se passe par ici. Si vous voulez voir les suivants qui sortiront, va falloir s'abonner, c'est par là. Dans la même direction, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis en biais, je crois c'est les likes, vous pouvez en laisser un, écoutez, ça coûte rien.